Aujourd'hui, 7 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'écrivain africain. Ce soir, l'on s'intéresse à la situation des écrivains en Côte d'Ivoire. Récompense des meilleurs artistes ivoiriens, Ismaël Isaac remporte 3 prix à la 3e édition de Poro Music Awards. Le village de Marina au Brésil, totalement englouti par une coulée de boue, le bilan qui était hier de 17 morts continue de s'alourdir. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Chaque année, le 7 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de l'écrivain africain, une journée initiée par l'UNESCO en vue de permettre la réflexion sur le rôle et la place de l'écrivain dans la société. À l'occasion de cette commémoration, l'on s'intéresse ce soir à la situation des écrivains en Côte d'Ivoire, un sujet de Franck Kouadio et Yasmina Kanga. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les requêtements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles. Des lignes d'un livre comme un exutoire aux maux de la société. Le travail de l'écrivain, guidé, orienté, émerveillé, un acquis au fil des années, de Senghor à Zadi Zaourou jusqu'à Serge Abilé. Aujourd'hui, un engagement bien remarqué. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment ce qu'on pense. Voilà. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Voilà. Donc la réalité, parfois notre réalité est différente de la vraie réalité. Donc je peux dire, les écrivains nous permettent de revenir sur terre en fait. De l'écrivain, il a un rôle beaucoup plus éducatif. Voilà. Il instruit beaucoup, il nous apprend beaucoup et nous permet aussi de découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur terre. Une connaissance cependant livresque de l'impact social de l'écrivain. Pour Josué Guébo, président des écrivains de Côte d'Ivoire, celui-ci devrait jouer davantage sa partition. Il faut éviter d'assigner un rôle univoque aux écrivains. Vous savez que les écrivains sont des hommes de liberté, sont des créateurs, et la création n'est jamais aussi intéressante que quand elle est marquée par la liberté. Quelques pesanteurs existent, ce sont des pesanteurs liés aux difficultés de l'édition, à la donne économique, mais je crois qu'en termes d'espace de liberté, on peut estimer que les écrivains jouent leur rôle parce que le champ est ouvert. Mais n'oubliez pas que l'écrivain écrit aussi dans un espace mondialisé. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on n'est plus confiné dans un espace géographique restreint. Entre-temps, ils sont nombreux affirmant avoir perdu le plaisir de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Dans notre commune, il n'y a pas de bibliothèque pour amener les jeunes à lire. Parce que s'il y avait des bibliothèques dans certaines communes, on se dit, bon, ok, aujourd'hui je vais dans telle bibliothèque prendre un livre, lire quand même, mais il n'y a pas. Il y a ce qu'on livre, c'est vrai. Eux, ils doivent apporter, c'est-à-dire ils doivent nous instruire, ils doivent apporter l'éducation. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire physique, l'éducation des jeunes, de toute façon les jeunes se comportent, on voit que c'est différent. Voilà, bon. On ne peut pas aussi accuser les auteurs, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est eux qui font ça. Remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain dans la société, créateur d'art littéraire, le sens de cette journée du 7 novembre consacrée à l'écrivain africain. Une journée initiée depuis 1992 à Dakar par l'Association panafricaine des écrivains et vulgarisée par l'UNESCO. Pour cette année, les écrivains ivoiriens ont décidé de célébrer le chantre de la littérature ivoirienne, Bernard Benlin Dadier. Le Salon africain de l'audiovisuel a refermé ses portes hier. La 11e édition du DISCOP a réuni les professionnels de l'audiovisuel du 4 au 6 novembre à Johannesburg. C'est en Afrique du Sud. Au menu, achat et vente de programmes. RTI Distribution y était avec plus d'une vingtaine de fictions. Christelle Menon. 3 jours d'échanges, de rencontres d'affaires qui détermineront les couleurs du paysage audiovisuel africain ces prochains mois. Du 4 au 6 novembre 2015, à Discop Africa, distributeurs et chaînes de télé ont vendu ou acheté du contenu quand certains producteurs indépendants trouvaient des financements pour leurs projets. À ce Discop Africa de Johannesburg, la dizaine de professionnels issus de l'industrie audiovisuelle ivoirienne a trouvé son compte. Progressivement, notre présence est en train de se marquer ici au Discop. Donc éventuellement, nous sommes beaucoup sollicités. En même temps, nous arrivons à conclure des choses plus intéressantes que les premières années. Les téléspectateurs ivoiriens verront des contenus de programmes plus ambitieux, plus novateurs. Et c'est un peu cela notre cheval de bataille et nous pensons avoir fait de bonnes affaires au Discop.
Notre participation devient de plus en plus évidente puisque nous avons lancé un dispositif depuis 2014. Donc nous sommes plutôt attendus finalement maintenant à ce type de marché. Nous avons rencontré un certain nombre d'interlocuteurs qui sont intéressés par nos contenus. Étant donné que notre catalogue s'est étoffé, on est passé de 300 heures à presque 1000 heures cette année avec 28 titres de fiction ivoirienne que nous avons présentés et qui ont été bien accueillis par les participants. Donc nous espérons pouvoir conclure des deals très rapidement au retour à Abidjan. Moi, ce que je retiens de positif, c'est que je vois que notre pays commence à se positionner à l'international. On a un beau stand, on est bien placé. Il y a eu pas mal de visites au stand de RTI. Plus on est exposé, plus on est vu. Plus il y aura des retombées financières qui seront redistribuées aux travailleurs que nous sommes du cinéma. Pour les organisateurs, le succès de ce Discope Johannesburg 2015, après celui d'Abidjan en juin dernier, confirme l'opportunité de l'édition ivoirienne. La particularité de cette édition, c'est le fait qu'elle elle s'inscrit dans notre volonté d'avoir aujourd'hui 2 grands marchés par an. Un qui se déroule donc en Côte d'Ivoire, l'autre en Afrique du Sud. Nos participants nous ont suivis. La particularité de cette édition, c'est d'accueillir une participation beaucoup plus importante en provenance d'Afrique francophone. La section ivoirienne de l'Union internationale de la presse francophone a tenu ce matin son assemblée générale élective, le congrès de l'UPF Côte d'Ivoire qui a vu l'élection de Adama Koné à la tête de l'association. Le nouveau président de la section ivoirienne de l'UPF succède à Alfred Damboussa. Pour rappel, Adama Koné est rédacteur en chef adjoint à la direction de l'information à la RTI. Alexis Ouedraogo. L'Union internationale de la presse francophone, section Côte d'Ivoire, a un nouveau président. Adama Koné, journaliste à la RTI, remplace Alfred Damboussa. Le président sortant s'est dit satisfait du travail abattu et encouragé son successeur. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour le choix que vous venez d'opérer. Koné, durant tout le temps que nous avons passé à la tête de la section, le temps que nous avons passé à la présidence internationale, Koné a été, de tous ceux qui étaient membres du bureau, celui qui a été le plus présent, celui qui a été le plus dévoué. Adama Koné a salué la confiance mise en sa personne. Il a présenté les lignes directrices de son mandat. C'est un gage de confiance et nous devons, notre génération, de faire en sorte que les acquis obtenus par nos prédécesseurs soient consolidés davantage et que nous puissions, par nos actions, apporter quelque chose, apporter un plus à l'UPF en Côte d'Ivoire. L'Union internationale de la presse francophone, créée en 1950, aura sa 44e assise à Lomé du 26 au 28 novembre prochain. Thème choisi, place et image de la femme dans les médias. Récompense des meilleurs artistes ivoiriens. La 3e édition de Poro Music Awards s'est tenue hier au Palais de la Culture de Treichville. L'artiste reggaeman Ismaël Isaac remporte 3 prix, les prix du meilleur clip vidéo, du meilleur artiste masculin et enfin de la meilleure vente de l'année 2014. Ismaël Isaac qui, après un accident de la circulation, est toujours convalescent. L'artiste Serge Beno, quant à lui, remporte le prix du meilleur artiste du coupé-décalé. Serge Coléa. Ismaël Isaac et le groupe Zouglou Makers sont les 2 grands vainqueurs de la 3e édition des Poro Music Awards. Le reggaeman glane 3 lauréats, meilleur clip vidéo, meilleur artiste masculin de l'année 2015 et meilleure vente de l'année 2014 avec plus de 16 000 disques vendus. Quant au faiseur de Zouglou, il remporte le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur album de l'année. Par cette situation difficile, ces prix viennent nous apporter de la force afin de continuer à faire du travail, afin de continuer à promouvoir la culture ivoirienne. On remercie le Seigneur, on remercie tous nos fans aussi qui n'ont pas cessé de voter et puis on remercie David Taïro. Au cours de cette soirée, 8 autres artistes ont été distingués, dont Serge Beno, élu meilleur artiste coupé-décalé de l'année 2015. Célébrer et honorer la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora dans toute sa diversité, c'est l'objectif des Poro Music Awards. Mais pour cette 3e édition, seuls les artistes ivoiriens ont été primés. C'est une très bonne chose que nous ayons instauré le Poro depuis 3 ans. Cela participe, n'est-ce pas,
de l'émulation, n'est-ce pas, dans le milieu artistique. La spécificité de cette édition qui s'est concentrée sur les artistes nationaux nous a montré la bonne qualité de ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici en matière artistique et notamment en particulier dans le domaine du chant et de la musique. Mise en compétition dans 12 différentes catégories, le choix des lauréats était soumis à l'appréciation du jury et au vote du grand public. Poro Music Award se tient annuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des musiques du monde d'Abidjan. Les tensions sont vives au Burundi. C'est en effet aujourd'hui que prend fin l'ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza qui a appelé ses opposants à déposer les armes en échange d'une amnistie, après quoi la police pourrait user de tous les moyens. Par crainte de violence, plus de 200 000 personnes ont quitté le pays. La communauté internationale, elle redoute des violences ethniques à grande échelle. La crise survenue depuis avril a déjà fait, selon les Nations Unies, au moins 200 morts. Le village de Marina au Brésil, totalement englouti par une coulée de boue. Le bilan qui était hier de 17 morts continue de s'alourdir. L'accident a été causé par la rupture de 2 barrages miniers. Les secours continuent de s'organiser avec notamment la création d'un centre de dons pour venir en aide aux sinistrés. Alexis Ouedraogo du service Actualité politique et internationale de la rédaction. Maisons englouties, habitations détruites, voitures embourbées. Ce vendredi, des bulldozers travaillaient pour dégager les routes obstruées par la coulée de boue et des déchets miniers. 122 maisons ont été englouties par le torrent de boue et 150 personnes contraintes à s'abriter dans la nuit de jeudi au village voisin. Le barrage de Fuando retenait des bouts toxiques de déchets minéraux sur une superficie équivalente à 10 stades de football. Pour des raisons encore inconnues, il a cédé jeudi en milieu d'après-midi, libérant cette importante coulée de boue. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a proposé au gouverneur de l'État de Minas Gerais, où la catastrophe s'est produite, l'aide de l'armée et de la défense civile. L'État de Minas Gerais est le cœur minier du Brésil depuis le XVIe siècle. L'exploitation de l'or qui a fait la richesse initiale a été remplacée depuis par l'extraction de nombreux minéraires, notamment le fer et des pierres semi-précieuses. Selon les analystes, les coûts de nettoyage pourraient dépasser le milliard de dollars. Législative en Birmanie, à la veille de ce scrutin historique, les inquiétudes se multiplient, le vote des militaires restant notamment inaccessible aux observateurs. À la veille des législatives en Birmanie, les inquiétudes se sont multipliées samedi. L'armée estimée à plus de 500 000 hommes a le droit d'un vote anticipé, inaccessible aux observateurs. Le 20 octobre dernier, pourtant, le chef de la mission d'observation européen s'était félicité de s'être vu promettre par le chef de l'armée l'accès au vote dans les casernes. Toutefois, aucun engagement écrit n'a suivi, une déception pour les observateurs, alors que l'accès aux casernes était l'un de leurs principaux motifs d'inquiétude. Les gens qui peuvent voter en avance sont les militaires qui vont partir en mission, les personnes âgées, les gens qui sont malades et les journalistes. Ces derniers jours, les inquiétudes se sont multipliées quant à la réaction du pouvoir, tenue par d'anciens généraux convertis aux réformes depuis 2011, face à la possible victoire du parti de l'opposante San Suu Kyi. Le président Thein, ex-général et dernier premier ministre de la junte, met en garde contre la tentation d'imiter les révolutions populaires du printemps arabe. Il a affirmé dans une allocution télévisée que le gouvernement et l'armée respecteront le résultat du vote. La Ligue nationale pour la démocratie de San Suu Kyi dit craindre de possibles fraudes, notamment lors du vote anticipé. Fin de cette édition. Très bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.